Visual Code. Est-ce qu'il y en a déjà qui commencent à utiliser Visual Code comme environnement de développement? Hein? On a des oui dans la salle, Gilles, fait qu'il y a de l'intérêt. C'est bon. Ouais, super. Nectar, qui est en route présentement, fera notre deuxième présentation sur les attaques informatiques OpenEdge et comment protéger vos données. J'ai vu cette présentation-là à Boston il y a un mois environ. Super présentation, là, vraiment très intéressante. Et on va finir de 11h à midi avec Julien et Sofiane de Bluebee qui vont nous parler un peu de leur transformation numérique de leur application Bluebee. Alors aussi un sujet qui est très à point, très intéressant. Fait que, on va commencer. Gilles, merci. Je te laisse la parole. Ok, très bien. Bonjour à tous. Merci de vous être déplacés. Moi, je me suis pas déplacé, hein. Je suis resté en France pour faire cette présentation. On va passer une petite heure à couvrir le sujet de Visual Studio Code et dans un contexte d'application ABL. Je suis Gilles Quéré de la société Riverside qui est basée à Lyon, en France, dans la partie sud de la France. Je travaille depuis une bonne vingtaine d'années maintenant dans le monde OpenEdge, pas mal de Java également dans l'équation, et j'ai développé pas mal d'outils, un certain nombre open source pour faire de l'intégration continue dans un contexte d'application Progress. Je pense qu'il y a probablement un certain nombre d'entre vous qui travaillent avec PCT. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit au début où j'ai démarré Riverside. Et ces dernières années, le travail s'est plus porté sur l'analyse de code source avec SonarCube, donc là un produit commercial qui est commercialisé par ma société, également du packaging d'applications web client et ces derniers temps le développement d'un plugin qui permet de faire du développement sous VS Code. Donc, on va démarrer juste une petite première présentation. VS Code, c'est un éditeur de code qui est développé par Microsoft, disponible sous Windows, sous Linux et sous macOS. Donc le projet, il a été annoncé à la conférence Microsoft en 2015, notamment par Eric Gama, qui est un des ingénieurs qui ont démarré le projet Eclipse. Donc ils ont de l'expérience dans le développement d'environnement de développement, et donc là ils ont redémarré quelque chose avec Microsoft, et notamment en apprenant des erreurs qui ont été commises sur le projet Eclipse. Donc un projet entièrement neuf. La première version, je crois qu'elle est de 2016. Ça a été annoncé donc en 2015, première version en 2016. Et donc en tant qu'éditeur de code, avec toutes les fonctionnalités qu'on attend généralement d'un éditeur de code, donc de la coloration syntaxique, du code completion, du refactoring de code, de l'intégration avec des debuggers, de l'intégration avec des outils de gestion de code source, notamment avec Git, et tout ça pour un certain nombre pour beaucoup de langages de programmation. La première slide que j'ai, elle correspond à l'enquête qui est faite par Stack Overflow. Je pense que tout le monde connaît ce site, tout le monde est allé au moins une fois dessus. Il a fait un CTRL-C, CTRL-V à partir du code Stack Overflow dans le code que vous utilisez. Je suis sûr que tout le monde a fait ça. Et donc, il y a une enquête qui est faite annuellement. Et donc, là, la question, c'était quel éditeur de code utilisez-vous de manière régulière pour votre travail, quel que soit le langage, quel que soit l'environnement, quelle que soit la position des interrogés. Donc, généralement, ce sont quand même des profils de développeurs, hein. Et donc, en fait, que ce soit en 2021, en 2022 ou en 2023, on est extrêmement stable dans les réponses, avec VS Code qui remporte la première place de manière absolument écrasante par rapport aux autres outils. Le deuxième étant Visual Studio, qui est un outil d'ailleurs qui est complètement différent, qui n'a rien à voir avec VS Code. Il y a une confusion qui peut être faite avec le nom, mais ce sont deux produits qui sont complètement indépendants. VS Code est un éditeur de code, Visual Studio est beaucoup plus un IDE pour des applications C, C++, C Sharp, peut-être d'autres langages, je ne suis pas spécialiste de Visual Studio.
donc, VS Code, en quelques années, est devenu un leader sur le marché des éditeurs de code. Même en remplaçant, par exemple, le Notepad++, qui est un éditeur que énormément de gens utilisent, finalement, il s'est fait supplanter par VS Code. Il est devenu extrêmement populaire. Donc, la toute première version de cette présentation a été faite en 2021, tous les ans, j'ai amélioré. Et donc, on est en 2024, on est toujours sur le même pourcentage, toujours VS Code qui écrase la concurrence. Pas de changement là-dessus. Pour être aussi populaire, il y a une bonne raison. Cette bonne raison, c'est que l'éditeur de code doit être capable de supporter un maximum de langages de manière la plus simple possible. Ici, si vous travaillez déjà avec Progress, vous travaillez peut-être ou peut-être pas, mais vous connaissez au moins de nom Progress Developer Studio, qui est le plugin L4G basé sur Eclipse. Donc Eclipse permettait déjà le support de langages additionnels. Ces langages, pour Eclipse, il y a eu le L4G, il y a eu le C, même si principalement c'était une plateforme Java pour supporter du code Java. Il y a des langages additionnels qui ont été ajoutés. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et quand on compare ça avec VS Code, pour lequel il y a une marketplace qui est disponible, sur lequel vous pouvez aller. Et ici, par exemple, c'est le résultat des extensions qui sont disponibles pour VS Code quand on filtre par langage de programmation. Enfin, on est ici sur 10 000 extensions qui sont disponibles sur la marketplace pour du support de langage de programmation. Ici, on a les premiers résultats qui indiquent le support de Python, par exemple, le support de C, C++, le support de Java, le support de C, le support de Docker, même si ce n'est pas vraiment un langage, mais ça permet de supporter la syntaxe des Dockerfiles et des Docker Compose, des debuggers, le C Sharp, etc. Et donc, il y a 10 000 extensions qui sont actuellement disponibles au moment du screenshot, donc qui a été refait il y a 2-3 mois pour le Puck Challenge. Ce qui veut dire qu'il y a le support pour énormément de langages. Et en fait, c'est ça qui a rendu VS Code extrêmement populaire. C'est parce qu'il y a un support pour des tonnes de langages, y compris des langages extrêmement obscurs que vous ne connaissez absolument pas. Et on peut ranger OpenEdge dans la catégorie des langages assez obscurs que pas grand monde ne connaisse. C'est ça qui fait la force de cet éditeur de code, c'est d'avoir du support pour beaucoup de langages, donc de la coloration syntaxique, du code completion, du refactoring pour énormément de langages. Alors, pourquoi ça a été possible? La raison, c'est que Microsoft a mis en place une norme, en fait, qui s'appelle le Language Server Protocol. Ce protocole, c'est quelque chose qui doit être implémenté par un langage pour permettre le support d'un langage externe. Donc, c'est un processus qui doit se conformer à un protocole. Donc, en fait, il reçoit des commandes et il doit renvoyer des réponses suivant un protocole déterminé. Et à partir du moment où ce protocole-là est implémenté, ça veut dire que le langage pourra être supporté au niveau de VS Code. Donc, ils ont décrit tout ce protocole et en fait, ça permet de complètement découpler le support du langage de l'environnement de développement. Parce qu'en fait, ici, le protocole, il donne un certain nombre d'actions sur lesquelles on doit donner des réponses, mais il n'y a aucune chose qui est absolument spécifique à VS Code. Et étant donné que le protocole est disponible sous licence libre, ça peut être réimplémenté par d'autres langages, d'autres environnements de développement. Et c'est d'ailleurs le cas parce que VS Code a été démarré en 2017. Entre-temps, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que ça a apporté énormément de choses. Et donc, ces language servers ont été réutilisés dans VI, par exemple, dans Eclipse lui-même maintenant travaille avec les language servers. Et donc, ça permet d'avoir un seul language server pour ajouter le support sur plusieurs environnements de développement.
Donc ici, quand on n'a pas de langage de support de language server, si on veut ajouter le support de JavaScript, il faut le faire une fois dans VS Code, une fois dans Atom, une fois dans VI. Et puis pour Java, bah, c'est pareil, on a 3 implémentations qui sont différentes pour chaque éditeur de code. Le language server protocol permet de dire j'implémente ce protocole-là pour JavaScript et automatiquement, je vais avoir le support pour VS Code, pour Atom, pour VI, pour Eclipse et tous ceux qui peuvent consommer ce protocole. Donc c'est vraiment ça la force de ce qui a été fait par Microsoft et qui a permis une adoption très rapide de VS Code et pour beaucoup de langages d'apporter le support de ce langage de manière assez simple en fait pour VS Code. Donc voilà, c'est ce concept de un nano pour les lier tous. On n'a plus besoin de travailler éditeur de code par éditeur de code. Donc, juste un exemple très rapide sur ce que c'est que ce protocole. Donc, par exemple, au niveau de l'environnement de développement, par exemple, un développeur va ouvrir une procédure, un point P, un point CLS. Il y a directement une notification qui est envoyée au language server pour dire il y a un document qui vient d'être ouvert, voici le lien sur le document. Ensuite, l'utilisateur va modifier le document. Donc, à chaque fois qu'il y a du code qui est ajouté dedans, il y a des notifications qui sont envoyées au language server pour dire voilà le code qui a été modifié. Et donc, en retour, le language server va pouvoir publier des notifications en disant je vais publier des diagnostics en fait. Par exemple, notamment, est-ce que le code est en train de compiler? Est-ce qu'il y a il y a des choses qui ne sont pas correctes dans le code? Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut effectuer? Est-ce qu'il y a une nouvelle procédure qui a été définie qu'on va vouloir afficher dans la vue de l'outline de la procédure? Donc voilà, c'est un dialogue par notification et également par requête. Donc les notifications sont envoyées à n'importe quel moment, sans attendre de réponse. Ici, on peut également avoir des requêtes. Donc par exemple, un utilisateur qui dit on est sur une variable, la variable x1, on veut savoir à quel endroit elle est définie. Sous VS Code, on appuie sur la touche F12, ça envoie l'action donne-moi la définition du symbole qui est défini à cette position dans le texte. Là, le language server va calculer et savoir c'est une variable, elle est de ce type-là et elle est définie à cette ligne-là dans telle procédure. Donc, je renvoie cette position à l'appelant et charge à l'appelant d'ouvrir le fichier. Donc, le language server dit juste voilà l'endroit et ensuite l'appelant, VS Code en l'occurrence ici, va se charger d'ouvrir le fichier. Donc il n'y a aucun lien spécifique sur une interface particulière de l'environnement de développement. Enfin, on dit juste voilà l'endroit où c'est et ensuite l'environnement de développement se débrouille. Donc voilà, globalement ce dialogue qui existe avec le Language Server Protocol. Ici, on va avoir plusieurs language servers qui vont être implémentés, donc notamment un par langage. Et donc, à l'intérieur d'une même instance VS Code, on va pouvoir avoir plusieurs language servers qui seront implémentés parce qu'on peut avoir un projet qui contient du code Java et du code Progress. Quand on édite du code Progress, les ordres vont être envoyés au language server Progress. Quand on ouvre du code Java sur l'autre, et chacun est complètement indépendant en fait. Et une seule instance VS Code va pouvoir gérer 10, 15, 20 langages sans aucun problème. Ici, dans un contexte ABL, parce que c'est ça qui nous intéresse, nous particulièrement. Donc, comme je l'ai dit, cette présentation elle a été faite pour la première fois en 2021. C'était à la sortie du Covid. Ça a été une présentation qui a été faite en Allemagne en comité extrêmement limité. C'était la première fois qu'on pouvait sortir. On était extrêmement contents. Il y avait juste que le smiley n'était pas le même parce que le language server n'était pas encore réellement disponible. J'avais pour but et ambition de pouvoir le sortir en temps et en heure pour cette conférence. Ça n'a pas été le cas, donc il y a juste eu une démonstration qui a été faite, qui était un prototype relativement avancé, mais pas du tout stable. On est maintenant en 2024, le language server est disponible, il est beaucoup plus stable maintenant. Il reste encore un certain nombre de choses qui ne sont pas parfaites, mais voilà, le travail s'améliore. Donc,
juste un petit peu au niveau du contexte. Donc, c'est la société Riverside et particulièrement moi-même qui travaillons sur ce plugin. La raison principale, c'est que j'ai énormément travaillé sur de l'intégration continue, sur de l'automatisation de compilation sur des projets Progress, qui est un des composants clés quand on développe un environnement de développement. Enfin, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie un programme, on veut que ce soit compilé à la volée. Quand on modifie un fichier include, on veut que tous les fichiers qui utilisent ce fichier include soient recompilés à la volée. Donc, il y avait déjà toute une partie du travail qui était disponible via PCT. Ensuite, de l'analyse de code source par rapport à ce produit commercial qui nécessite un parseur qui permet d'extraire les informations depuis n'importe quel code source Progress. C'est également un autre composant clé quand on développe un environnement de développement. Par exemple, pour afficher la liste des procédures, la liste des paramètres de chaque procédure, la liste des variables, à quel endroit c'est utilisé, les méthodes, les signatures, etc. Le parseur est un composant clé. Donc, en fait, il ne restait plus que entre guillemets, à faire la jointure entre ces différents composants pour pouvoir faire une implémentation correcte du language server. Donc, c'est ça a été décidé d'avancer là-dessus. Une des raisons particulières, c'était également de pouvoir exécuter les règles d'analyse de code sonar dans un environnement autre que Progress pour toujours avoir une porte de sortie. Donc, mon produit d'analyse de code source travaille avec Developer Studio. Au cas où quoi que ce soit se passe avec Developer Studio, parce qu'on n'est pas maître de Developer Studio, c'est Progress qui en est maître, il fallait une possibilité d'exécuter l'analyse de code à la volée dans un autre environnement. Donc, travailler avec VS Code permettait d'être complètement autonome là-dessus et dans tous les cas de proposer cette analyse de code. Ça a été assez populaire assez rapidement. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont voulu travailler avec VS Code pour une raison assez simple. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous travaillent déjà avec Developer Studio à partir de la version 12.5 à peu près. Il y a énormément de ralentissement à partir de cette version de Progress. Les performances sont absolument catastrophiques. En fait, c'est sur n'importe quel projet d'une taille un peu conséquente, les temps de réponse de développeurs studio sont absolument catastrophiques. Donc, il y a pas mal de sociétés qui, étant donné que la version de Progress elle est intimement liée à la version de développeur studio, tous les gens qui passaient en version 12.8 de Progress pour passer à un runtime 12.8 étaient globalement forcés de passer à un environnement 12.8 d'environnement de développement. Et ça bloque complètement la migration, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés sur VS Code là-dessus. Donc, cet environnement, donc voilà, il a été développé pour répondre à ce besoin-là d'exécuter l'analyse de code, mais finalement, ça a été énormément de gens sont basculés là-dessus, donc voilà, il y a une adhésion assez importante sur le projet. Donc, je vais faire très rapidement une petite description du projet. On va passer ensuite à une démonstration, parce que rien de tel qu'une bonne démonstration pour montrer à quoi ça ressemble pour un éditeur de code. Donc, il y a donc tout d'abord, je vais même commencer par le deuxième point. C'est un éditeur de code. VS Code, c'est un éditeur de code. Il n'est pas fait pour aller modifier des fenêtres graphiquement. Et notamment, il n'y a pas le support du Visual Designer qui est disponible dans Developer Studio pour aller modifier des fenêtres .NET. Et a priori, ce ne sera même jamais disponible. Le focus, c'est réellement d'avoir un éditeur de code, d'avoir un bon éditeur de code extrêmement le plus rapide possible, le plus efficace possible pour développer du code en mode caractère, en mode batch et en code code app server, app server classique ou app server Passo. Le focus, il est très clairement là-dessus. Il y a la possibilité d'ouvrir l'App Builder à partir de VS Code dans une fenêtre externe de manière à pouvoir modifier, aller bouger les widgets sur une fenêtre, mais très clairement, ce n'est pas le focus de VS Code. Également,
par rapport au retour au premier bullet point, c'est un éditeur en mode projet, de la même manière que Developer Studio. Donc, ce n'est pas il n'est pas là pour remplacer le procédure editor, où on ouvre le procédure editor, on connecte les bases de données et on exécute du code, on tape du code dans la fenêtre, on fait F2 et on vient exécuter du code. C'est pas fait pour faire ça. On peut l'utiliser pour ça, mais ce n'est pas le but principal. C'est un éditeur de code en mode projet. Donc, on a un projet qui est défini dans un référentiel de source avec une description de projet, avec le propass, les connexions bases de données. On ouvre le projet complet et on vient faire les modifications de code. Le focus, il est là-dessus. C'est un mode projet dans lequel on a un environnement de développement sur lequel on vient faire des commits. Il y a une compilation qui est effectuée, un déploiement de manière automatisée. On est vraiment dans ce mode-là. C'est pas vraiment fait pour remplacer le procédure editor en mode quick and dirty. On ouvre, on édite, on exécute et on referme la fenêtre. C'est pas spécialement fait pour ça. On peut l'utiliser comme ça, mais c'est pas le but principal. Donc, il y a un fichier, un descripteur de projet. Euh, Ici, il y a un certain nombre de choses qui sont disponibles dans Developer Studio qui ne seront jamais réimplémentées dans VS Code. Par exemple, dans Developer Studio, il y a une fonctionnalité qui permet de définir les lancements de tâches, donc de lancer des sessions progress à l'intérieur de projets. Et donc, il y a une énorme fenêtre avec une dizaine d'onglets, avec une checkbox pour chaque option qui est disponible sur le runtime progress. Donc, un pour aller changer le CP internal, un pour changer le CP stream, un pour changer les paramètres de log, etc. Ici, ce ne sera jamais réimplémenté dans VS Code. Il y a une chose qui existe, ce sont les tâches dans VS Code. On vient d'écrire les tâches directement dans un fichier JSON. Ce fichier JSON, il peut être versionné dans un gestionnaire de sources. Ce sera amplement suffisant. Il n'y aura jamais cette écriture de fenêtre où vous aurez une checkbox pour chaque option de la machine virtuelle Progress. On n'a pas de temps pour développer ça et ça n'a pas d'intérêt à mon sens. Donc ensuite, au niveau de ce qui est disponible, on reviendra dessus tout à l'heure, mais donc on a la vue d'outline qui donne la vue globale des procédures. On a du code completion, le hover, où quand on passe le curseur sur une variable, on connaît le type, sur une temp table, on va avoir le data type, la description, etc. Le syntax highlight, le code analysis. On a un debugger qui est intégré, un debugger qui permet de se connecter à une machine virtuelle Progress et également à un passo. Et donc, cette petite partie, le projet est disponible en open source et donc gratuitement actuellement. Le cœur du projet est gratuit. Pour l'instant, il n'y a pas de version payante. Il y aura une version payante plus tard. Le cœur du projet, dans tous les cas, restera gratuit. C'est très clairement le but. Je ne veux pas faire payer l'environnement de base, par exemple, pour avoir le code completion, la vue du projet, exécuter du code progress. Ça restera gratuit. Il y aura très, 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 très probablement des extensions payantes par la suite. À un moment, il faut bien que je puisse manger également. On va passer maintenant à une démo. On a pas mal de temps pour la démo. Alors, je ne sais pas si je vous entends, si vous parlez dans la salle, mais n'hésitez pas à interrompre. Je vais dérouler un certain nombre de points, mais voilà, n'hésitez pas à interrompre ou dites à Paul ou rapprochez-vous du micro. Je ne sais pas exactement à quel endroit il se trouve, mais voilà. Il y a un workshop qui a été fait au Puck Challenge en Europe et aux États-Unis les dernières semaines. Il y a une description, vous pouvez aller sur cette adresse, vous aurez accès aux slides. Les slides, je les enverrai à Paul, je ne sais pas comment il vous les mettra à disposition, mais vous aurez un accès, vous pouvez aller sur ce site-là. Ça vous permettra de trouver pas mal d'informations sur comment configurer un projet VS Code. Mais voilà, on va arriver là-dessus dans peu de temps. Alors, ici, voilà, laissez-moi
attraper la fenêtre. Voilà. Alors, voilà la fenêtre VS Code. Donc, on va travailler avec un petit projet de démonstration. Est-ce que vous voyez correctement ou est-ce que vous souhaitez... Est-ce que là, comme ça, c'est mieux ou il faut encore plus grand? Ouais, c'est petit. C'est petit, comme ça? Fermez les lumières. Ah, vous voyez pas? Ouais, ça reste petit, mais bon, hein. Ça reste petit? Alors, je peux encore faire comme ça. Bon. Vas-y, c'est beau. C'est mieux? Ok, donc voilà à quoi ressemble VS Code. Je pense que juste au niveau des, est-ce que la majorité des gens travaillent déjà avec VS Code ou fais-moi un feedback, Paul, sur Non, il y qui travaille avec VS avait Code deux, et trois, je pense, en VS Code. d'accord, ok. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet VS Code nécessite un fichier, un descripteur de fichier qui est là pour donner la structure. Donc, c'est un fichier JSON qui se trouve toujours à la racine du projet et qui contient un certain nombre d'informations. Les deux premières sont le nom et la version actuelle du projet. La version actuellement n'est pas réellement utilisée. Ça le sera plus tard, dès qu'il y aura une gestion des dépendances qui sera mise en place. Le but à terme, c'est de pouvoir développer des composants indépendants et de dire tel projet dépend de tel autre. Donc, il y aura un certain nombre de points P, de points I qui vont être injectés automatiquement dans le Propass pour avoir une gestion de dépendance correcte telle qu'on la retrouve sur des projets Java ou Node, par exemple. Pour l'instant, ce n'est pas utile. Le caractère 7 qui est utilisé, ça, c'est pas très important. Ici, le premier point important, c'est la version de Progress. Donc ici, on est en 12 bits. Et un premier point important, c'est que la version de Progress n'implique pas l'utilisation d'une certaine version du plugin VS Code. Ou dit dans l'autre sens, le plugin VS Code est compatible avec toutes les versions de Progress du moment que ça commence à partir de la 11.7. Alors, ce sera peut-être même un peu avant, mais ce n'est pas testé. Donc, globalement, actuellement, c'est testé en 11.7, en 12.2 et en 12.8. Et avec la 13 en ISAP, mais ça n'a pas une grande importance. Donc, le but, c'est que c'est pas comme Developer Studio où vous travaillez avec Developer Studio 11.7 vous travaillez avec, enfin votre runtime Progress, il est en 11.7. Vous devez travailler avec Developer Studio en 11.7 et donc vous êtes bloqué avec une version de l'environnement de développement qui est complètement obsolète, avec une version de Java qui est un Java 8 qui date de 2015, peut-être même avant. Ici, vous pouvez travailler avec la dernière version de l'environnement de développement, même si vous avez un environnement runtime qui est assez ancien, comme de la 11.7 ou peut-être même un peu plus vieux. Quelqu'un m'avait déjà posé la question si ça fonctionne en V10. Il ne doit pas forcément y avoir grand chose à changer, mais je pense que ça doit péter pour l'instant, mais ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué à corriger pour ajouter le support V10. Donc si vous voulez le faire, cette partie-là est open source, n'hésitez pas. Ce n'est pas forcément moi qui vais m'en occuper, je n'ai pas un grand intérêt à supporter la version 10 de Progress. Ensuite, le mode graphical mode, c'est de savoir si vous travaillez avec un projet qui doit être compilé avec underscore progress ou avec le ProWin, donc avec la version graphique ou avec la version caractère du compilateur. En false, vous êtes en mode caractère ou alors en mode graphique. Les paramètres qui sont passés sur la ligne de commande Progress, ce n'est pas très important, mais voilà, si vous avez des options particulières que vous souhaitez passer aux sessions, c'est là-dedans qu'on les définit. Ici, on a la première chose qui est importante dans le projet, probablement la chose la plus importante de la configuration du projet, c'est de définir quel est le propass, enfin, quels sont les fichiers sources, là où se trouvent les sources de votre application, et là où se trouve le propass de votre application. Donc ici,
on a un tableau qui peut contenir un certain nombre d'entrées. Ces entrées sont de type source ou alors propass. Et la différence entre les deux, c'est que les entrées de type source sont toujours monitorées par le language server. Donc à partir du moment où le language server est actif, c'est-à-dire que vous avez démarré VS Code, dès qu'un fichier à l'intérieur de ces répertoires est modifié, il va être recompilé à la volée automatiquement par VS Code, que ce soit modifié par VS Code ou à l'extérieur de VS Code. Donc même si vous prenez un notepad extérieur et que vous modifiez un fichier pendant que le language server est actif, ce sera recompilé à la volée. Au contraire des entrées de ProPass qui sont, scrutées au démarrage du language server, notamment pour aller recueillir les informations de voilà les R-codes qui sont disponibles dans ce répertoire-là, avec la liste des méthodes, etc. Mais on ne suit pas les modifications sur les fichiers sources. Donc un fichier source, il doit toujours être un sous-répertoire du projet courant. Ça ne peut pas être un chemin en dur qui pointe vers un répertoire réseau, par exemple, c'est toujours un sous-répertoire de votre projet. Donc ici, c'est le répertoire SRC procédure ou SRC classes. Donc voilà, on est dans une structure de projet qui est managée par Git. Il faut également bien se souvenir que VS Code est un éditeur de code qui est extrêmement intégré à Git. Si vous travaillez avec un gestionnaire de sources, l'intégration elle est très bien faite avec Git, probablement beaucoup moins avec d'autres gestionnaires de sources. GitHub a été racheté par Microsoft il y a quelques années, donc c'est pour ça qu'ils mettent le focus là-dessus. Et de toute façon, Git a gagné la bataille des gestionnaires de code source. Donc à un moment ou l'autre, vous serez forcé de migrer là-dessus. Donc je crois qu'il y a des plugins pour le support d'autres gestionnaires de sources, mais ce sera jamais au niveau du support Git, qui est vraiment toujours là par défaut à l'intérieur de VS Code. Il n'y a même pas de plugin à installer, le support de Git est toujours présent. Donc, pour en revenir à ces entrées, donc toutes les entrées ici, elles vont générer le propass de l'application dans l'ordre où elles sont définies. Donc, c'est-à-dire que quand vous démarrez le language server, il y a une session progress qui va être instanciée en tâche de fond et qui va être utilisée pour lancer la compilation des procédures et des classes. Donc, elle aura ce propass ici, procédure, classes, ensuite openedge.net.pl, openedge.core.pl, dans cet ordre-là. Ensuite, on a un répertoire de build, c'est l'endroit où on va mettre tous les R-codes qui sont générés par l'application. Ça peut être surchargé au niveau de chaque entrée ici. Donc là, si on modifie des choses, on a également accès à du code completion. Ici, si je fais un control space, je vois qu'il y a un attribut build qui est disponible. Si je passe le curseur au-dessus, j'ai la documentation directement de l'attribut. Donc voilà, ces informations-là, elles sont disponibles directement. Logiquement, cette syntaxe doit être assez simple à faire, mais c'est là-dessus qu'il y a le plus d'erreurs au début. Donc ce fichier-là, vous l'écrivez une fois et ensuite vous ne le modifiez plus jamais, globalement. Le nombre de threads, c'est le nombre de sessions progress qui sont lancées en tâche de fond pour permettre la compilation du code. Par défaut, vous avez une seule session qui est démarrée. Quand on a des projets qui ont 5000 procédures, 10 000 procédures, 20 000 procédures, c'est extrêmement agréable de pouvoir avoir 5 ou 10 sessions progress qui compilent en parallèle toutes vos procédures au démarrage du projet et de ne pas attendre une seule session qui n'utilise qu'un seul corps sur les 16 cœurs de votre machine. C'est vraiment une perte de temps absolument effroyable. Donc on peut tout à fait paralléliser toutes les compilations pour faire fonctionner votre machine, les 16 cœurs de votre machine ou les 32 cœurs de votre machine à fond au démarrage du projet et après, voilà, il n'y a plus rien à faire. Ensuite, les connexions bases de données, donc c'est le deuxième point qui est très important. On est dans un contexte d'environnement de développement. Donc, ce que je conseille toujours, il faut que les compilations se passent le plus rapidement possible. Et pour pouvoir faire des compilations le plus rapidement possible, il faut avoir des connexions bases de données locales.
le but de l'environnement de développement, c'est de générer du R-code avec un CRC qui soit correct pour que ça puisse être testé vis-à-vis d'une base de données qui contient des données. Pour que la compilation soit le plus rapide, le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir une base de données locale et de faire la connexion avec l'attribut read-only. Ce mode-là, en fait, il a énormément d'avantages. Le premier, c'est que on peut démarrer 8 threads en parallèle, ou enfin autant de threads qu'on veut en parallèle, sans avoir à démarrer un broker de base de données. On n'a pas à s'embêter à démarrer le ProServe quelque chose ou quand on démarre VS Code, toutes les sessions elles plantent parce qu'on n'arrive pas à se connecter à la base de données. Ah bon, ok, on referme VS Code, on redémarre le broker, on attend que ça démarre et puis on relance VS Code. Là, la connexion, elle est faite de manière immédiate. Et c'est de toute façon la méthode qui permet la compilation la plus rapide. À partir du moment où on passe par une connexion base de données, une connexion TCP/IP, même en shared memory, c'est plus lent. Et en plus, il faut un broker. Mais la connexion TCP/IP ralentit énormément la compilation du code progress, même en localhost. Donc, si vous voulez faire une compilation la plus rapide possible, ayez un DF localement et une tâche qui permet de créer la base de données à partir du schéma dans un répertoire local et vous connecter à cette base de données locale. Un attribut qui est extrêmement important, c'est ce fichier DF qui doit être présent pour chaque base de données à laquelle vous vous connectez. Il permet de... Alors, le language server, il est écrit entièrement en Java. Il passe la main à une session progress pour effectuer la compilation parce que il faut cette session progress pour générer le R-code. Par contre, toute la logique, elle est implémentée entièrement en Java. Et de manière à pouvoir renvoyer des informations en disant, bah, quand on passe le curseur sur tel champ, il faut pouvoir lire les informations de base de données. Donc ça, c'est fait en spécifiant que le schéma de la base de données, c'est ce point DF. Et ça va permettre au language server de relire le schéma de base de données et de repasser les informations au client. Donc si vous ne spécifiez pas le schéma de base de données ici, il y a plein de choses qui ne vont pas fonctionner en fait. Le code completion, il ne pourra pas vous donner, si vous tapez for each et vous contrôlez espace pour avoir le code completion, il ne vous donnera jamais la liste d'étapes qui sont disponibles parce qu'il ne les connaît pas. Et le seul moyen de les savoir pour lui, c'est d'avoir ce fichier DF ici. Et de toute façon, dans tous les cas, garder le fichier DF à l'intérieur de votre gestionnaire de sources, c'est toujours une bonne pratique. Il faut versionner le schéma de la base de données de votre application, de manière à chaque fois que vous faites une évolution, vous devez conserver les étapes pour dire je passe de telle version de la base de données à telle version, et quelles sont les étapes pour passer à la version suivante. Donc, conservez toujours le fichier DF dans votre gestionnaire de sources et vous le référencez dans le fichier ici. Ensuite, on a les profils. On va pas regarder ces profils pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Je vais m'arrêter là pour la description, pour le fichier de description du projet. C'est la première étape, c'est celle sur laquelle il y a le plus d'erreurs qui sont faites par des gens qui démarrent avec VS Code. Il faut bien s'assurer de ne pas avoir d'erreur de syntaxe dans le fichier. Par exemple, quelque chose de classique, on fait un petit truc comme ça. Alors là encore, c'est un peu prévisible, mais alors si là c'est visible. Bon, j'avais déjà vu des cas où en fait c'est vrai qu'on n'y prête pas trop attention, mais on se retrouve, on a un truc comme ça, le fichier il est un petit peu gros, on voit pas, on sauvegarde et puis on se rend pas compte en fait qu'il y a une erreur de syntaxe dans le fichier et puis on démarre le language server. Le language server il dit bah, le fichier JSON il est pas valide. Donc vérifiez bien que le nom du fichier ici dans l'entête ne soit pas en rouge et que vous n'ayez pas de nombre à côté. En fait, ici, c'est le nombre d'erreurs qui sont détectées dans le fichier. Vous pouvez également retrouver dans la vue ici la liste des problèmes sur le fichier en cours. Donc ici, il vous amène directement à l'endroit où il y a une erreur de syntaxe dans le fichier. Donc faites bien attention à ça et puis à vous sauvegarder. Un point
important où il faut chercher les informations, c'est ici dans la section Output. Donc en fait, quand vous démarrez un projet ABL, le language server va se démarrer lorsque vous démarrez VS Code. Ici, vous aurez la sortie de ce projet VS Code, enfin du language server. C'est ici que vous aurez les erreurs de configuration en fait. Et il va vous faire un petit récapitulatif du ProPass, de la manière dont est configuré le projet. Ici, le ProPass tel qu'il est lu, comment c'est résolu par rapport au répertoire en cours, les connexions bases de données, et puis tout ce qui peut se passer. C'est par exemple un problème de démarrage des sessions Progress qui sont instanciées par le language server, ça va apparaître là-dedans. Donc, si ça ne se comporte pas comme il faut, c'est un des premiers points sur lesquels il faut aller chercher des informations. Donc ici, je vais prendre un raccourci très courant, c'est CTRL-P. Si vous migrez de Developer Studio à VS Code, vous aurez un certain nombre de raccourcis clavier qu'il va falloir réapprendre. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a un plugin qui permet d'avoir les mappings, les shortcuts Eclipse dans VS Code. Vous pouvez utiliser ça si ça simplifie la vie. Sinon, voilà, il faut réapprendre un certain nombre de choses. CTRL-P, c'est le premier, ça permet d'ouvrir un fichier. Donc ici, par exemple, on tape allez, debugger, je vais prendre une procédure ici. Donc, quand on ouvre une procédure, alors ici, ah oui, on n'a même pas de... Je vais prendre une classe. Allez, simple object. Ici, voilà. Donc ici, quand on a une classe, on a la vue de l'outline. Quand on clique sur une propriété, par exemple, on est placé directement dessus, sur le constructeur, sur la méthode, etc. Enfin, quand on est sur une classe ou sur du code classique, ici, si je fais un find, je fais control space. Ici, je vais retrouver la liste des tables. Ici, un display, bin. Hop, non, bin. Binname, binnum, etc. Ah, j'ai perdu un point ici. Donc voilà, ici les erreurs de compilation, elles apparaissent directement. Ça, c'est ce qui est remonté de manière assez classique. On les retrouve comme les autres, on les retrouve via les problèmes. Tac, on va faire. Voilà. Ici, on est sur celui-là. Voilà, ici on retrouve, on a également l'analyse de code source qui est effectuée à la volée. Donc là, on sait par exemple qu'on a un paramètre qui n'est pas utilisé. Ici, on a un find sur lequel on n'a pas de no error. Ici, on a bin, alors il manque l'information du lock. Quand sur une query, on sait que là c'est un buffer qui le buffer par défaut sur une table qui vient du schéma sport et qui s'appelle bin. Sur la query, on sait qu'on travaille avec l'index binnum et sur lequel il y a un whole index qui est extrait, qui est visible dans les xref. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont disponibles dessus. On a de l'aide également, l'aide des mots-clés qui est disponible ici. Donc là, on a accès à l'aide. Alors, c'est pas la meilleure aide qui soit. Il y a vraiment des choses qui sont là pour améliorer cette partie-là. Il y a également une aide qui est disponible de la documentation. L'intégration, elle n'est pas encore parfaite, elle sera améliorée, mais il y a au moins l'aide de la documentation 11.7, 12.2, 12.8. Ici, vous avez accès à l'aide classique, en fait. Il manque une petite fonction de recherche, donc c'est pas forcément ici. Est-ce que ça marche? Oh, tiens, c'est pas mal ça, en fait. Ouais, on revient en tapant les premières lettres, on retombe automatiquement sur les premières entrées. Donc voilà, ici, on a cette aide en ligne. Qu'est-ce que... Attendez, juste un point ici.
Quand par exemple, on est sur des débuggers ici, quand on fait F12 par exemple, on navigue à l'intérieur des fichiers include. Ici, voilà, on navigue de l'un à l'autre. Ici, on a accès aux objets. Pour les objets, bah, c'est pareil, on fait F12 et on se retrouve sur la définition des objets. Ici, bon, voilà, c'est un éditeur de code, voilà, assez classique. Si on est sur des méthodes, on fait ça. On a accès, non, au Simple One. Voilà, ici, on a accès à la liste des méthodes qui sont disponibles, à la liste des propriétés, etc. On a également accès à la liste des paramètres. Par exemple, ici, on sait que c'est un paramètre de type caractère. Là, par exemple, des warnings de compilation. Alors là, c'est même une règle sonar pour dire que l'expression n'a pas d'effet. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut enlever. Voilà. On peut également exécuter du code. Donc, je vais vous montrer par exemple comment on peut exécuter des tâches. Alors ici, on a accès à des tâches. Je vais vous montrer d'abord à quel endroit elles sont définies. Donc, il y a un fichier qu'on stocke qui s'appelle tasks.json qui définit la liste des tâches qu'on peut utiliser. Donc, on leur donne un nom et ensuite la ligne de commande qui doit être utilisée. Alors, juste un tout petit retour. Cette instruction-là, elle permet de dire je souhaite récupérer le répertoire d'installation de Progress pour le projet en cours. Alors, si vous vous souvenez bien ici, on a défini le projet comme étant utilisant la version 12.8. Cette version, en fait, ça permet d'envoyer ça dans le gestionnaire de code source sans avoir de choses en dur, et notamment des chemins en dur pour dire sur telle machine, Progress 12.8, il est installé dans tel répertoire et sur telle autre machine, sur un autre répertoire. Donc ici, ça permet de dire si on ouvre les paramètres de l'utilisateur, en fait, ici, on peut lui dire, sur ma machine, la version 11.7, elle est dans C2 Progress OpenEdge 11.7, la 12.2 dans tel répertoire, la 12.8 dans tel répertoire. OK. Donc, ça permet d'avoir des configurations différentes en fonction des machines. Moi, je travaille de cette manière. Un autre développeur, il installe dans un autre répertoire et il n'y aura rien à changer, en fait. Moi, je dis juste que la 12.8, elle est installée dans tel répertoire et ensuite je référence la version 12.8. Et donc c'est pareil, ça c'est ce qui est utilisé dans le fichier des tâches pour dire que donne-moi le répertoire de Progress, d'installation de Progress pour le projet en cours. Donc ici, on se connecte là à une base de données avec un certain nombre de valeurs par défaut. Donc si on exécute ici run task, on va lancer alors, ça apparaît sur mon autre écran. Mais donc ici, voilà ce qui va pouvoir se passer. C'est que je démarre avec le tiret debug ready sur un numéro de port. Donc ça, c'est le message qui est affiché par Progress automatiquement. Et ici, on va pouvoir aller attacher le debugger. Donc ici, on fait ça. Et donc ici, la debug console, il dit, bah tiens, j'essaie de m'attacher à une session sur localhost sur le port 30099. Je suis connecté. Et là, hop, dès que je clique OK sur la boîte de dialogue, je vais arriver en mode d'exécution. Donc, je passe en mode d'exécution. Et donc ici, je vais pouvoir faire une navigation pas par pas. J'ai accès aux différentes variables ici. Si je passe le curseur par-dessus, j'ai même accès aux variables ici. Là, voilà, je fais du pas à pas, tac, tac. Ici, on est sur les buffers, donc on a accès au timetable avec les champs qui sont ici. Alors, TT1, il en est là, on crée un nouvel enregistrement, lui, il repasse à vide, il repasse à TT2, on fait un message. Alors, moi, j'ai une fenêtre qui est apparue sur l'autre écran et je peux pas la bouger, ça, c'est du progress. Donc on continue ici, on a accès au tableau. Ici, voilà, on a des tableaux sur lesquels on met des valeurs. Là, on peut venir rentrer et donc on fait un step into. Donc ici, on a la call stack qui est disponible. Donc voilà, c'est du debugger assez classique. On a ah, là, je suis arrivé ici, je sens qu'il y a un message qui va apparaître. Hop.
Alors, je ne sais plus par où il est passé. Ah oui, je pense que c'était compilé dans un autre environnement. C'est l'effet démo. On n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais donc voilà, il y a un debugger qui est disponible, qui remplace de manière très efficace le debugger existant en mode legacy, mais également celui en mode qui est disponible dans Developer Studio. Euh, un autre point, par exemple, qui vient avec une fonctionnalité directement de VS Code, c'est de pouvoir se connecter en SSH sur des projets à distance. En fait, il y a un mode qui permet d'ouvrir des projets à distance. Donc, en fait, on a l'éditeur de code VS Code qui tourne sur la machine Windows ici. Et par contre, tout le code du projet est sur une session à distance. Donc là, j'ai une machine, CentOS 001, et le même projet, mais qui est un checkout du projet qui est fait que sous un Linux. Donc là, je me connecte là-dessus. Donc en fait, il vient installer la petite couche VS Code Server en SSH sur la machine distante. Et donc là, ici, on voit que dans la sortie du language server, hop, je vais repasser ici. On a bien un Propass, là, ici, on a bien des chemins Unix qui sont là. Progress, il est dans /opt Progress DLC. Donc, j'ai mon environnement qui tourne sur une machine Windows, mais tout est codé. Le language server est sur une partie Unix. Donc, c'est un compilateur Unix qui va se déclencher. Le R-code, il sera généré sur la partie Unix. Par contre, vous avez un éditeur Windows, vos raccourcis Windows habituels. Et ça, c'est extrêmement pratique quand vous avez, par exemple, des applications en mode caractère ou alors des applications app server sur lesquelles l'app server il est exécuté sur la partie Unix. Vous pouvez avoir votre éditeur de code VS Code, mais connecté sur la machine distante sur laquelle l'app server fonctionne et vous envoyez les R-codes directement dans le propass de l'app server et vous pouvez tester en live votre application. Enfin, ça, c'est vraiment un point extrêmement puissant de VS Code et c'est du standard de VS Code. C'est pas quelque chose qui vient par le plugin ABL, c'est du standard de VS Code supporté par Microsoft. Donc voilà, ça fonctionne extrêmement bien là-dessus. Donc, on arrive à 14h25, on n'a plus que 5 minutes. Je vais juste garder quelques minutes pour des questions. Enfin, ce que vous pouvez faire si vous voulez démarrer avec VS Code, vous installez VS Code, vous allez sur la marketplace, donc vous recherchez l'extension ABL. Il y a plusieurs extensions ABL qui utilisent. Travaillez avec celle de Riverside. C'est celle-là la seule maintenant sur laquelle il y a des changements qui sont apportés. Les autres ne sont plus maintenus. Il n'y a plus de travail qui est fait dessus. C'est toujours un produit en cours de développement, activement en cours de développement. Enfin, donc il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des choses. N'hésitez pas à ouvrir des tickets, à faire des demandes d'amélioration. Voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on répondra. Voilà. Après, pour l'instant, c'est un projet gratuit, donc voilà, si on répond pas dans la minute, c'est normal. Je vais garder tout petit peu de temps pour des questions-réponses. Si vous avez des commentaires, voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Je peux répondre. Ah, il y a de la lumière qui est là, ça réveille tout le monde. Ah oui, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Simon Manard de Opet Software. On a appris la semaine passée qu'avec OpenEdge 13, Visual Studio risque d'être intégré comme plugin à l'intérieur. Donc, quelle est la différence entre votre produit et celui qui s'en vient d'OpenEdge? Alors, je peux pas vraiment communiquer là-dessus. Il y a des discussions. Je suis en discussion avec Progress. Enfin, Progress a annoncé le support de VS Code sur sa roadmap depuis plusieurs années déjà. Je suis actuellement en discussion avec Progress pour que ce plugin-là soit intégré. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel dedans. Enfin, c'est en discussion avec Progress. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais voilà, c'est en discussion. Enfin, donc probablement que ce sera celui-là. Dire qu'il sera intégré directement dans OpenEdge 13,
J'en suis pas sûr, mais il est probable que ce soit ce plugin-là qui soit utilisé par Progress. Mais voilà, rien d'officiel pour l'instant. Je pense que ça devrait bientôt y avoir quelque chose de un peu plus officiel. Merci. Bonjour, c'est Hugues. Bonjour. Dans Développeur Studio, il me semble, ça fait longtemps que je l'ai utilisé, mais il y a des petits outils de productivité, comme par exemple pouvoir générer une définition de time table par rapport à une table ou des trucs comme ça au niveau des classes. Est-ce qu'il y a l'équivalent un peu avec ça pour pouvoir générer des bouts de code pour améliorer la productivité? Alors, pour l'instant, c'est pas disponible. Le but, quand même, c'est le but, c'est d'avoir un éditeur de code le plus productif possible. Donc ça, c'est vraiment techniquement le genre de truc qui pourrait tout à fait convenir en tant que fonctionnalité à ajouter sur le projet, de générer du code à partir d'un template, par exemple, ou de générer des classes à partir d'une table, d'une définition de table. C'est le genre de choses qui peut tout à fait être ajouté. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, donc je pense qu'il y aura un plugin cœur avec le language server. Il sera possible de communiquer avec, enfin c'est déjà possible de communiquer avec ce plugin principal pour aller récupérer des informations en fait directement depuis le language server en fait. C'est-à-dire que écrire une extension VS Code c'est pas très compliqué. Il faut écrire un petit peu de code TypeScript, mais c'est pas compliqué. Ensuite, il faut capitaliser sur le language server en fait. Donc ce sera plus simple pour une extension d'aller interroger le language server pour dire donne-moi l'information de telle table ou de telle procédure, etc., pour pouvoir effectuer des actions derrière. Ce sera accepté et encouragé en fait par l'extension principale. On ne pourra pas répondre à toutes les demandes de toute façon. Après, il y en a certaines qui seront trop spécifiques pour un client, pour un environnement. Donc, on va faire en sorte que ce soit possible. Les choses qui ont du sens pour absolument tous les clients Progress, on les intégrera autant que possible dans le cœur du plugin, mais sinon on fera en sorte que le plugin soit ouvert et accessible en fait. Même si le code n'est pas disponible, le code source n'est pas disponible, on fera en sorte que ce soit ouvert et accessible. Donc pour l'instant, ça n'existe pas, mais voilà, c'est le genre de choses qui pourra arriver. Il ne faut pas hésiter à mettre des demandes de fonctionnalités dans GitHub. Merci. D'autres questions? Alors, merci beaucoup. Merci, Gilles. De rien. Bon après-midi. Et si tu veux m'envoyer la présentation et tes coordonnées, je vais le partager avec le groupe. D'accord, aucun problème. Ce sera fait. Et puis, moi, je pars en week-end. C'est un jour férié aujourd'hui en France. Alors, je vais retourner à la maison. Merci beaucoup. Et de rien. Merci. Passez une très bonne journée. Profitez bien et à bientôt. Pour les autres, on va prendre un break de 15 minutes, le temps de changer les laptops et tout. Alors, de retour vers 9h45. Merci. Allez chercher du À café. bientôt. Au revoir.